Merci, merci. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation et pour l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc, des enjeux scientifiques, des déploiements industriels de l'IA. Donc, dans mon cas, ça va être de parler des enjeux scientifiques, des déploiements de l'IA à Orange. Alors, j'ai choisi de ne parler que de certains sujets. Et donc, il y a plus de slides que ce dont je vais parler, hein, donc je vais en sauter, c'est normal, j'ai mis les autres plus pour information. Donc ça, c'est le premier point, mais je dirais la bonne nouvelle, c'est que les sujets les plus importants autour du déploiement de l'IA à Orange, ou en tout cas parmi les sujets les plus importants, collent assez bien ou très bien avec les thématiques du PEPR, donc l'IA de confiance, la frugalité et l'embarqué. Alors on verra que c'est pour nous, on a une vue un peu plus générale de ce qu'est l'embarqué. Mais alors avant de plonger dans les sujets, je voulais dire quand même quelques mots d'Orange, parce que je ne sais pas quelle idée vous avez de ce qu'est un opérateur. Quand je parle aux gens en général, ils me disent un opérateur, oui, ils me parlent des équipements en fait qui sont visibles, c'est-à-dire les box, les fibres, les pylônes, les antennes, etc. Alors c'est vrai, il y a d'autres équipements également. Là, je montre un navire câblier. On a une des plus grosses flottes de bateaux câbliers dans le monde, ou des stations de satellites au sol, par exemple, donc dans un certain nombre de pays. Mais je dirais ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et en dessous de l'iceberg, en fait, ces 15 dernières années, il y a eu plusieurs révolutions ou plusieurs transformations assez fondamentales. La première transformation, c'est la transformation logicielle des réseaux, qui fait qu'on est passé d'un réseau qui était essentiellement une collection d'entités hardware à du hardware, mais piloté par du logiciel. Et en fait, c'est ce pilotage qui est devenu le plus important. Et donc, en fait, le réseau, la nature du réseau s'est transformée avec maintenant au cœur du réseau, donc des logiciels, des plateformes logicielles et du cloud, donc ce qu'on appelle le telco cloud, où sont hébergées les fonctions de pilotage. Et quand on parle de logiciel, évidemment, on parle d'IA. Donc ça, c'est la deuxième grosse transformation avec l'IA qui est en train de complètement changer la façon dont on opère les réseaux, mais pas que. En particulier, en train de complètement changer la relation client, donc avec tous les chatbots, la personnalisation, etc. Et enfin, la troisième révolution ou transformation, ça a été l'irruption ou l'intégration des thématiques énergétiques et environnementales, et plus généralement, je dirais, sociétales, dans les thématiques de recherche et, je dirais, d'opérationnalisation pour l'opérateur. Et en fait, toutes ces thématiques, donc, ça veut dire qu'au final, quand vous êtes à Orange, plus que de parler de pylônes, d'antennes, etc., on parle logiciel, cloud, IA et green en quelque sorte. Et en fait, ces thématiques se retrouvent dans la façon dont est organisée la recherche. Donc, les directions de recherche à Orange sont structurées en cinq domaines. Donc, bon, les réseaux et infra, évidemment, parce que ça reste quand même au cœur du business. Les opérations, qui est un peu l'IA pour les réseaux. Les relations clients, qui est un peu l'IA pour les clients ou pour les humains en général. Et puis, deux thématiques transverses. Donc, une sur sécurité et confiance, et une donc sur ces enjeux environnementaux. Alors dans chacune de ces directions, il y a des aspects liés à l'IA que je vais pas décrire, mais que je vais résumer ou agréger en quelque sorte, clusteriser, autour des trois thématiques du PEPR. Donc on va parler un peu de frugalité, confiance et architecture en général. Donc si on commence par frugalité, alors déjà pour dire que, comme je l'ai sous-entendu un peu, la frugalité pour nous ça fait partie d'une vision plus générale d'une IA responsable, hein, donc qui n'est pas que frugale bien sûr, mais qui est également explicable, transparente, etc. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut voir les choses. Mais bon, la frugalité c'est un point très important, et c'est un point d'autant plus important que Orange a pris des engagements forts pour être net zéro carbone en 2040, avec deux paliers intermédiaires, un en 2025 et un en 2030. Donc on est plutôt bien pour 2025, mais le problème,
Bon, déjà, c'est pas évident d'atteindre le net zéro en 2040, mais le problème, c'est que les engagements, ils ont été pris avant la montée de l'IA générative. Donc, ça pose deux questions. Premièrement, comment est-ce qu'on peut intégrer la croissance exponentielle de l'IA générative et, dans nos activités, bien sûr, et en même temps, toujours pouvoir atteindre nos objectifs. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider à optimiser le système dans lequel cette frugalité va s'effectuer, c'est-à-dire le réseau. C'est-à-dire que l'IA va être à la fois une source croissante de consommation d'énergie, qu'on va essayer de mitiger en quelque sorte, mais également une opportunité pour nous d'optimiser les opérations du réseau, par exemple, la façon dont on design nos équipements, etc., pour réduire l'empreinte carbone. Donc c'est vraiment je dirais, deux facettes du même problème. C'est exactement ce dont parlait Julie tout à l'heure, quand elle parlait de pas seulement parler des algos d'optimisation ou des réductions des algos d'IA, mais de voir ça comme un ensemble avec les algos et le système, sauf que dans notre cas, le système, c'est le réseau en entier. Alors, ceci dit, je ne vais pas parler tellement de l'optimisation du réseau, mais plutôt des algos autour de la frugalité. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai vu qu'il y avait plusieurs papiers et posters dans les sessions. Et tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes et importantes et qu'on suit. Et on attend avec intérêt les contributions du PEPR là-dessus. Donc tout ce qui est lié à la compression, distillation, il y a tout un tas de choses qui se passent et qui sont très bien. Il y a également d'autres sujets, je dirais, un peu plus spéculatifs. Alors, j'ai vu 2 papiers aussi sur les spiking networks. Ça, c'est intéressant parce que c'est une question, c'est vrai qu'on se pose régulièrement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est viable? Dans quelle situation ça serait utile? Est-ce que ça va nous permettre d'impacter la courbe de consommation électrique ou la courbe d'empreinte carbone, en quelque sorte? Donc ça, c'est un vrai point d'intérêt. Et enfin, je ne crois pas que j'ai vu de sujet là-dessus, ou de papier ou de point là-dessus, mais moi j'aimerais bien mettre sur la table la question du quantique, avec à la fois ce qu'on appelle les quantum inspired algorithms, donc comment utiliser des algorithmes qui prennent leur inspiration dans les architectures quantiques pour les appliquer à des machines classiques sur, par exemple, des activités à la manipulation de tenseurs ou de annealing, je ne sais pas très bien comment dire en français, mais enfin des méthodes d'optimisation, donc première chose. Et deuxième chose, ou deuxième approche possible, du vrai quantum ML, donc de faire tourner des algos de machine learning ou d'IA sur du hardware quantique. Ça, on travaille un peu sur l'algorithmie quantique, nous plutôt dans des situations où on regarde ça pour la cyber, la détection de malware ou l'optimisation de l'allocation de ressources. Mais je pense que pour la frugalité, c'est vraiment un sujet qui nous intéresserait et on serait tout à fait preneur de choses qui viendraient évidemment du PEPR là-dessus. Maintenant, je vais parler de confiance. Alors, je ne vais pas parler de cybersécurité, je vais parler d'autre chose. Donc, la confiance et l'IA ou l'IA de confiance. Ah zut, je n'ai pas regardé quand j'ai commencé. Bon, il faudra que quelqu'un me dise quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Alors, l'IA de confiance, alors ça veut dire plusieurs choses. Aujourd'hui, je voulais parler de la confiance pour les opérations et la confiance pour les interventions sur les terrains. Mais il y a également la confiance dans l'infrastructure, dans les modèles, dans les données. Donc, c'est le slide que je viens de sauter, qui serait un peu la sécurité de l'IA, qui est un sujet également important. Mais j'ai bien envie de parler des opérations parce que c'est vraiment au cœur du métier d'opérateur. Et l'opération des réseaux, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on regarde, on observe, on comprend l'état du réseau à un instant donné, et on veut faire passer le réseau d'un état A à un état B. Alors, pourquoi on veut faire ça? Parce que, par exemple, on veut déployer un patch de sécurité, on veut rajouter une antenne 5G, ou on est en train de fibrer des clients, on veut mettre une bulle de connectivité au-dessus d'un stade, ou d'un hôpital, ou d'une usine. Donc, tout ça, c'est des choses qui aimeraient qu'on fasse, qui nous incitent à changer l'état du réseau de A à B, et c'est le but des opérations. Alors, il y a deux choses à propos des opérations. Premièrement, c'est que c'est une boucle, c'est-à-dire
j'observe l'état du réseau. En fonction de l'état du réseau et des demandes qui m'arrivent, je détermine un état désiré. Et ensuite, je prends une action pour aller à cet état et je vérifie que je suis bien dans l'état désiré. Hein, donc, c'est une espèce de boucle de contre-réaction continue. Première chose. Et deuxième chose, c'est que là, on parle d'infrastructure critique. C'est-à-dire que l'opération qui ne marche pas, où il y a une erreur, une faute, ou ça plante, en gros, ça a des conséquences qui peuvent être sévères. Par exemple, le but de connectivité au-dessus du stade, la retransmission ne se passe pas, ou les personnes ne peuvent pas communiquer. Au-dessus d'un hôpital, les médicaments ne peuvent pas être distribués. Au-dessus au-dessus d'une usine, même un particulier qui est branché à la fibre, le particulier peut-être était en train d'être sur Zoom en train de faire un entretien d'embauche ou de remplir son Parcoursup, ou des chercheurs qui sont en train d'essayer d'uploader leur papier 10 minutes avant la deadline, et tout à coup qui sont coincés. Non, ça arrive jamais, mais vous pouvez imaginer. Et donc, ça c'est, vous voyez qu'il y a des exemples de sévérité, je dirais plus ou moins importantes, mais la connectivité étant, je dirais, tellement imbriquée dans la vie moderne, ça devient, disons, ce sont des infrastructures critiques, et donc il faut qu'il y ait une garantie en quelque sorte de réussite. Alors à l'heure actuelle, l'IA est surtout utilisée pour la compréhension d'état du réseau. Hein, c'est-à-dire on fait des mesures. On utilise l'IA pour faire de l'analyse de séries temporelles, l'analyse de graphes de séries temporelles, la détection d'anomalies, des détections de causes racines, des détections de causalité, etc. Donc tout ça, c'est très utile et on s'en sert beaucoup. Mais je dirais l'action, c'est-à-dire le changement d'état du réseau, c'est fait en fait par du code. C'est-à-dire on va faire des appels fonctions. On va dire, crée-moi un container quelque part et sur ce container, mets-moi ce logiciel, déploie-le ici et là. Ça, c'est encore fait essentiellement au niveau humain, avec des aides logicielles, mais sous très forte supervision ou essentiellement humain. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est d'utiliser du code, par exemple, généré IA pour ça. Mais si vous vous rappelez ce que je viens de dire pour les infrastructures critiques, là, on ne veut vraiment pas d'hallucination, de choses de ce type-là dans le code généré pour ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est du code et une vérification, une authentification en quelque sorte, que le code implémente bien la spécification qui a été donnée, mettons par l'humain, qui implémente bien la transition de l'état A vers l'état désiré B. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Donc l'IA de confiance, pour nous, c'est une IA qui vient avec des garanties, donc par exemple pour l'écriture de code, qui vient avec des garanties que le code peut être prouvé comme satisfaisant les propriétés qui sont demandées. D'accord? Ensuite, autre chose, c'est qu'on pourrait très bien avoir également une interaction vocale, c'est-à-dire que l'opérateur réseau pourrait dire mets-moi une bulle de connectivité 5G autour du stade de Rennes, par exemple. D'accord? La question ensuite, c'est comment traduire ce que je viens de dire en une spécification technique, c'est-à-dire une séquence d'appels fonctions. Donc à nouveau, est-ce que l'IA générative peut nous aider à faire ça? Alors là c'est plus compliqué parce que vous voyez qu'il peut y avoir de l'ambiguïté dans la façon dont l'opérateur décrit l'état final désiré, mais également, si on arrive à le faire, il faudra une certification que le code correspondant ou la spec qui a été générée satisfait bien à l'intention de l'opérateur. Donc vous voyez, c'est ça l'IA de confiance pour nous. Et les enjeux scientifiques, on les voit bien, c'est du code certifié, du code... en gros, c'est de l'IA qui vient avec des garanties. Hein, pas d'hallucination, mais des garanties. Alors c'est ce que j'avais mis sur le slide d'après, mais je vais le sauter puisque je l'ai déjà dit. Donc, il me reste quoi? 2 minutes? OK. Tu aurais dû me dire 5 minutes parce que... OK, 3, c'est bon. Intervention, là, c'est un peu différent. Alors, l'intervention, c'est les équipes qui vont réparer des choses. Et là, l'IA est plutôt utilisée, ou on aimerait qu'elle soit utilisée pour la compréhension de scène. C'est-à-dire que quand un technicien va réparer un poteau, on a 14 millions de poteaux en France,
La plupart sont partagés avec EDF, et quand les poteaux cassent, c'est qu'il y a une tempête ou quelque chose comme ça. Donc il y a souvent des fils électriques qui volent dans tous les sens. Question, c'est comment est-ce que l'IA peut nous aider à avoir une compréhension de scène, et surtout, faire des recommandations aux techniciens. Mets tes doigts là, mais pas là. Hein, des recommandations d'action. Donc ça, c'est sur je dirais sur le sol. Et sous la mer, donc les câbles sous-marins font passer l'essentiel du trafic intercontinental. Mais bon, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des tremblements de terre sous-marins, des glissements de terrain, des ancres de bateaux plus ou moins intentionnels qui flottent entre deux eaux et qui accrochent le câble. La question, c'est où il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé et comment on répare. Parce que les bateaux câbliers viennent avec des robots qui peuvent aller jusqu'à 6000 mètres de fond, mais c'est pas simple. Vous voyez que là, la confiance, c'est une confiance soit liée à la dangerosité des situations, soit au coût de l'intervention. Enfin, dernier point, sur l'embarqué. Alors, comme j'ai dit, l'embarqué, pour moi, c'est plutôt plus général une question d'architecture. Il faut savoir que les réseaux actuels sont essentiellement conçus et dimensionnés pour du streaming vidéo. Hein, c'est l'essentiel du trafic. Et donc, le streaming vidéo, vous avez quoi? Surtout, de façon un peu abrupte et résumée, des serveurs en centrale qui alimentent un peu tout partout. Donc, vous avez plutôt une structure d'arbre et ça diffuse en downstream, quoi. La grosse question, en fait, qu'on se pose sur l'IA, c'est est-ce que les usages de l'IA vont changer cette structure de flot descendant, en quelque sorte, et on va avoir des IA génératives. Par exemple, vous et moi, est-ce que au PEPR 2030, on sera tous avec des lunettes qui seront en train d'enregistrer, qui enverront des streams vidéo pour être analysés, pour que je me rappelle que quand je vois Julie, quand je la reverrai, que je me rappellerai que c'est bien Julie, qu'est-ce qu'elle fait, etc., et que ça fasse ça de façon automatique, ou non. Donc en fait, c'est ça la grosse question pour nous, plus que l'embarqué, c'est quels vont être les cas d'usage de l'IA en 2030. Est-ce que c'est des cas d'usage qui vont être plutôt générés des devices, c'est-à-dire c'est plutôt les téléphones, les lunettes, les machins à l'edge qui feront ça? Est-ce qu'ils auront besoin d'aller dans le cloud? Est-ce que ça pourra être fait en local complètement embarqué? Est-ce qu'il y aura besoin de micro data center intermédiaires à l'edge où une partie de ce trafic pourra être consolidée et analysée? Et en fait, c'est ça vraiment la clé de la question. Comme je disais, plus que l'embarqué, pour nous, c'est une question d'architecture. Comment est-ce qu'il faut qu'on change ou qu'on adapte ou qu'on revisite l'architecture de nos réseaux pour s'adapter au cas d'usage futur de l'IA? Et inversement, comment est-ce que les cas d'usage futurs de l'IA pourraient bénéficier d'une connaissance du réseau pour eux offrir une meilleure qualité à leurs clients? Alors, je sais que je suis sur... mais bon, je ne peux pas... désolé, je vais prendre 30 secondes encore, si tu veux. Parce que ça a été mentionné plusieurs fois ce matin, mais c'est comment l'IA va changer le job des chercheurs. Bon, ça a déjà changé au sens qu'on s'en sert déjà pour écrire et pour publier, hein, soit pour écrire des reviews, soit pour publier avec des podcasts avec NotebookLM, par exemple. Ça aide déjà dans l'activité de recherche. J'imagine que la plupart d'entre vous ont vu ces papiers sur le AI co-scientist, etc. La question, c'est donc où les gens ont utilisé une IA, en gros, depuis l'idéation jusqu'à l'écriture, dans les expériences, l'écriture du papier et la soumission à une conf. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va se passer? Et puis, en gros, comment est-ce qu'on travaille en tant que chercheur en 2030? Et là, il y a des vraies questions. Et je dirais même, pour être peut-être un peu provocateur, je sais pas, c'est quasiment une question de souveraineté, en fait. Tirer parti de l'IA pour faire en sorte que la recherche aille plus vite et plus loin, et en fait, c'est fondamentalement une question de souveraineté française européenne. Donc voilà, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut regarder de façon sérieuse. Voilà, merci. Merci Jean. On va quand même prendre le temps de prendre une ou deux questions courtes, s'il y a des courageux dans la salle. Alors, je vois rien, mais ouais, agitez-vous si vous avez une question. Jamal, tu lèves la main ou non? Bon, alors, moi j'aurais une question. Alors, c'est une question difficile.
Sur le sujet IA et réseau, pour aller au-delà de j'utilise l'IA pour optimiser le réseau, enfin, bon, faut le faire, hein, c'est pas si simple que ça. Mais pour aller au-delà, c'est quoi finalement les compétences multidisciplinaires qu'il faudrait assembler idéalement? Parce qu'on voit bien que bon, il faut des chercheurs en IA sur les algos, etc. Mais tout seul, ils vont peut-être pas se poser. Enfin voilà. Et donc voilà, c'est quoi les compétences clés qui te semblent nécessaires pour avancer là-dessus? Tu veux dire les compétences clés pour quelqu'un qui serait Orange ou pour ensemble? Non, Orange alors, au niveau par exemple. Je vais prendre d'un point de vue PEPR au niveau scientifique pour avancer sur le sujet d'une manière opérationnellement utile à Orange. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce qui est vraiment super unique à Orange, parce que bon, Christophe, qui va parler après moi, va parler, j'imagine, aussi d'IA de confiance. Et donc, tu vas voir des problématiques assez similaires. Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets où la compréhension du réseau est importante. Parce que sinon, ça voudrait dire de toute façon qu'un modèle général marcherait dans toutes les situations, ce qui n'est pas le cas. Alors, quand on utilise l'IA dans le réseau, alors il y a tout un domaine dans lequel je n'ai pas parlé, par exemple l'IA pour la 6G, tu vois, au niveau de la couche physique. Là, il faut des vraies compétences, je pense qu'il faut des vraies compétences réseau pour comprendre comment on modélise, tu vois, les mécanismes physiques. Sinon, pour moi, je dirais des personnes qui savent soit utiliser l'IA pour du codage et surtout qui comprennent ce qu'ils font et les impacts de ce qu'ils font, c'est... je ne sais pas si c'est une très bonne réponse, parce que mais bon, je lance la perche, mais... Okay. Mais tu vois, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir ce qu'il y a vraiment de spécifique. Oui, il y a des sujets où il faut une vraie compréhension des réseaux, mais tu vois, la discussion entre des gens d'Orange et des gens du PEPR, je pense que ça se passerait assez facilement, assez naturellement. Et s'il y a besoin d'amener des experts réseau, c'est... Ok. C'est faisable. Je vais donner un exemple peut-être. Vous savez, une des problématiques qu'on a, par exemple, c'est on est dans 26 pays africains, je crois, une vingtaine de pays africains. Il y a beaucoup de pays où il y a très peu de corpus pour l'entraînement, vous savez, de données pour l'apprentissage. Et donc, une donnée problématique, et pas seulement là, mais c'est comment on fait de l'apprentissage avec peu de données. Bon, donc tu vois, c'est un sujet, je dirais, assez spécifique aux langues africaines, mais présenté comme ça, c'est un sujet qui, j'imagine, parle à beaucoup d'entre vous, et ça serait intéressant, d'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent là-dessus, c'est un sujet qui l'intéresserait de développer. Donc tu vois, je pense que une fois qu'on exprime le sujet de façon, ou je dirais le verrou scientifique de façon un peu plus abstraite, on trouve un terrain d'entente assez facilement. Ok.